Bonjour Monsieur Delas, vous êtes le directeur de l'École des loisirs et nous allons parler de l'économie du livre de jeunesse. Commençons par ce prix. Combien coûte en moyenne un album? Chez nous, un album pour enfants coûte, un album cartonné, grand format, 40 pages, coûte entre 10 et 15 euros. Disons qu'en moyenne, il coûte 12 euros à 12,50 euros. Voilà, alors un prix qui semble souvent trop cher aux parents, aux enseignants, c'est une réflexion qui vous agace un petit peu quand on vous dit ça, que c'est un peu cher? Ça ne m'agace pas, je voulais savoir par rapport à quoi c'est cher. Je pense que c'est toujours trop cher pour les gens qui n'en ont pas très envie. Et c'est généralement le juste prix pour les gens qui aiment bien les livres. Comment expliquez-vous que les gens trouvent que c'est trop cher, justement? Peut-être la durée de vie d'un livre, de leur point de vue? Je pense que les livres pour la jeunesse, en général, les albums pour enfants, comme les romans pour adolescents, ont une durée de vie beaucoup plus grande que celle des romans pour adultes. Combien de romans pour adultes finissent-ils à la poubelle ou à la corbeille? Partons du chiffre de 13 euros en moyenne que coûte un album. Comment se répartit, qui gagne quoi en fait sur ces 13 euros? Alors, on ne peut raisonner qu'en termes de marge brute. Sans compter les taxes, vous voulez dire? Sans compter les frais. Les auteurs en moyenne à l'école des loisirs, c'est 7 à 8%. C'est peu? 7, 8. C'est, en tout cas pour la profession, enfin pour la spécialité, c'est plutôt pas mal, c'est même bien. Ah bon. Donc 8% pour les auteurs, ensuite ça se répartit Ensuite, comment? il y a la production, la fabrication, grosso modo 20%. C'est la technique? C'est le papier, c'est l'impression, c'est la photogravure, c'est la composition, c'est la maquette, c'est la reliure, c'est l'impression de la couverture, c'est le pelliculage pour les couvertures pelliculées, 20%. 20%. C'est-à-dire que, grosso modo, le prix public est 5 fois le prix de production. Ça peut paraître beaucoup. Dans le domaine du vêtement, c'est 10 fois, 15 fois, 20 fois. Dans le domaine du livre, il est de 5. On peut penser que c'est trop. C'est beaucoup moins que pour la plupart des produits de consommation courante. Il y a 23 autres % à la diffusion, à la distribution, à la commercialisation. Voilà, ça c'est, je dirais, tous les frais de diffusion proprement dit qui vont de la rémunération des représentants, qui vont aux frais de publicité, les éditions de catalogue, et puis l'aspect distribution stricto sensu, c'est-à-dire la logistique. Le stockage, la préparation des commandes, le transport, la facturation, le recouvrement des créances, l'aspect purement industriel de notre métier. Nous sommes des artisans, en tout cas dans cette maison, nous nous comportons comme des artisans, mais il y a bien une dimension industrielle, que d'ailleurs nous sous-traitons avec une entreprise dont c'est le métier, qui est d'ailleurs une filiale d'un de nos grands confrères. 38% aux libraires. Alors ça, c'est la marge brute. C'est une moyenne, ça aussi. À l'école des loisirs, c'est plus, c'est 40. Pour la profession, c'est 37, 38. C'est la rémunération brute avec laquelle le libraire va payer son loyer, va payer tous ses frais généraux d'exploitation, électricité et autres, va payer toutes ses taxes, mais surtout va payer tout son personnel. Tous les vendeurs en librairie, car bon nombre de librairies ont des vendeurs salariés. Et ça, c'est pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire. Oui. Si vous achetez, je ne sais pas, un sac à main ou une paire de chaussures, le revendeur a 50% de marge brute. Pardonnez-moi, mais combien leur reste-t-il sur ces 38% une fois qu'ils sont payés? Il leur reste, si tout va bien, il leur reste une marge positive de 2 à 3%. De 2 à 3% seulement. C'est très faible. Alors comment expliquer que ce soit si faible pour les libraires et si élevé pour les marchands de vêtements? Qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des seuils psychologiques sur le prix du livre. C'était votre première question. Oui, on y revient. On y revient. Moi je fais ce métier depuis très longtemps. Au tout début, on me disait c'est pour un enfant de moins de 5 ans, donc il faut que les livres coûtent moins de 5 francs. C'est pour un enfant de 5 à 10 ans, donc il faut que les livres coûtent de 5 à 10 francs. Alors maintenant, ce ne sont plus les mêmes barèmes, mais nous arrivons au même résultat. Il ne faut pas qu'un album pour enfants standard dépasse 15 euros. C'est-à-dire que vous constatez qu'au-delà d'un certain prix, les livres ne se vendent pas. Voilà. Vous le constatez réellement? Nous le constatons, enfin, se vendent moins en tout cas. Se vendent moins. Donc nous sommes tous
un peu enfermés par ce prix butoir en quelque sorte. Ce que veut dire comme la rémunération des différents acteurs, à commencer par l'auteur, et le libraire, in fine par le libraire, comme la rémunération est au pourcentage, plus l'assiette de ce pourcentage est faible, plus la rémunération est faible. Expliquez-nous ce système de remise fait aux libraires, parce que les libraires peuvent aussi influencer notre choix en fonction de cette fameuse remise que consentent les éditeurs. Expliquez-nous ce principe. Oui. Alors, donc il y a un prix de catalogue, un prix public, qui est imprimé sur la couverture. Au vu et au su de tout le monde, on dit que tel livre vaut 10 euros, 12 euros. Bon. C'est le prix pratiqué. Le discount est autorisé, mais il est limité à 5%. Donc la limite, c'est 5%. Dans la plupart des produits, les commerçants ont un prix d'achat et déterminent eux-mêmes le prix de vente. Dans le cas du livre, le prix de vente est déterminé, imposé en quelque sorte, par l'éditeur. Donc la rémunération du libraire est faite sous forme de remise par rapport à ce prix public. Donc c'est un rabais qui est fait par rapport au prix public qui, en moyenne, dans l'exemple dont nous avons parlé, se situe à 38%, en moyenne. Mais certains éditeurs pratiquent beaucoup moins, d'autres plus? D'autres plus, Ça peut aller de... Quelle est la fourchette? Ça peut aller de 42 à 35. Alors 42 à 35, ça veut dire que le libraire, en principe, va plutôt mettre en avant les livres qui sont à 42 plutôt que ceux qui sont à 35. Oui, théoriquement, oui. Le choix du libraire, c'est d'abord la qualité des livres. Mais c'est vrai que la rémunération peut intervenir. C'est accessoire, mais ça peut intervenir, il ne faut pas le nier. Alors, si l'on regarde le camembert, il reste 11% de marge brute pour l'éditeur. C'est ce qui reste, en fait. Une fois payé l'auteur, une fois payé la production, une fois payé la diffusion, une fois payé la librairie. C'est 10 à 12% de marge brute. Mais lui-même doit payer évidemment son propre personnel, ses propres équipes de production dans ses services de fabrication, payer les services généraux, payer les services Alors au fond, comptables. combien lui reste-t-il? Il lui reste, si tout va bien, 3 à 4% aussi de marge nette. Vous comparez, je crois, le marché du livre pour enfants à celui des fleurs coupées? C'est-à-dire que... Non, c'est le marché de l'édition qu'il faut comparer. Ah, c'est celui de l'édition, pas du livre de jeunesse. Non, la totalité. La totalité. Oui, c'est un minuscule métier. C'est un minuscule métier. Oui, nous sommes des nains économiques. Ah. Alors, si vous considérez que la jeunesse est à peu près 7 à 8% de ça, et que le marché de la jeunesse s'est partagé entre je ne sais combien d'éditeurs, au moins une trentaine, dont quelques-uns, 3 ou 4 qui sont assez gros, vous imaginez, c'est un petit métier à tous les niveaux, je dirais. Les différents intervenants dans la chaîne du livre, sont des gagne-petits en quelque sorte, et n'ont pas les moyens, de ce fait, d'avoir une véritable expansion économique, notamment dans les librairies de détail, n'ont pas toujours les moyens de se payer les boutiques qu'ils aimeraient avoir, les réserves qu'ils aimeraient avoir, et le personnel qu'ils aimeraient avoir en termes de quantité et de qualité. L'un des vrais problèmes de la librairie, c'est qu'elle a peu les moyens de rémunérer des gens vraiment qualifiés. Être libraire jeunesse, ça demande une grande qualification. La plupart des personnes qui ont dans une librairie acheté un livre pour enfants ne savent pas ce qu'ils viennent acheter. Ils disent, je viens acheter un livre pour un enfant de ma connaissance qui a 5 ans et qui s'intéresse aux pompiers. Exactement. Bon. Que pouvez-vous me proposer, madame? Voilà. Voilà. Et à partir de ça, il faut que la libraire trouve, s'il y en a un livre qui puisse intéresser un garçon de 5 ans qui s'intéresse aux pompiers. Oui. Bon. Donc, vous voulez dire que ça nécessite une assez large culture? Cela suppose de la part de la libraire qu'elle ait une grande connaissance des livres et une très bonne connaissance des enfants. Aujourd'hui, quand même, quand on vend 100 livres, il y en a 7 qui sont destinés aux enfants, c'est ça? À peu près. À peu près. Est-ce que ce chiffre est en hausse ou en baisse? Il est stable. Il est stable. Il est stable, et il est stable depuis 40 ans, 7 à 8. On pourrait penser, attendez, c'est pas en nombre de livres, c'est en valeur, c'est 7 à 8% du chiffre d'affaires, ce qui peut représenter en nombre de volumes entre 12 et 13%. Puisque le prix moyen de livre de jeunesse, quoi qu'en pensent les parents, est très en deçà du prix de livre pour adultes. Est-ce qu'on peut en conclure que les enfants lisent toujours autant?
On peut en conclure que les enfants ne lisent pas moins. Pas moins. Malgré la télévision, malgré Internet. Malgré tout ça, on peut en conclure que la lecture publique s'est développée. Quelque part, elle a compensé une baisse de consommation familiale. La lecture publique dans les bibliothèques publiques, mais également dans les bibliothèques scolaires. On vend de plus en plus de livres jeunesse un peu partout, et tant mieux. Mais ce ne sont pas les mêmes types de livres. C'est-à-dire en hypermarché et en librairie, par exemple, on ne va pas du tout trouver les mêmes propositions. Et il n'y a pas d'école des loisirs, par exemple. Il y a alors... c'est une sectorisation qui s'est faite naturellement. Il n'y a pas de... C'est pas une volonté de personne. C'est-à-dire que si on vous proposait, si vous pouviez, vous seriez distribué en hypermarché? Bien sûr, bien oui, sûr. Oui. Bien sûr, simplement les hypermarchés, pour ne parler que d'eux, sont des lieux de diffusion qui suivent les mouvements. Ils ne les précèdent jamais. Ils amplifient les phénomènes existants. Si quelque chose marche, ils vont le mettre en vente. Et ils le rendront, ce qui marchera encore plus. Encore mieux grâce à eux. Mais si quelque chose ne marche pas, c'est pas eux qui vont le révéler. Ils mettront en avant un roman qui a eu le Goncourt qu'à partir du moment où il a une bande rouge dessus. Alors que le libraire aura pu mettre en avant ce livre bien avant qu'il ne devienne un Goncourt. Bien sûr, parce que le libraire aura lu le livre, ce qui ne sera pas le cas des autres, et parce que le libraire a des libraires pour vendre les livres, ce qui n'est pas le cas en grande distribution, qui est un lieu de self-service ou à peu près. Et dans le domaine du livre pour la jeunesse, on trouve rarement en grande distribution les livres, le même choix que dans une librairie, évidemment. Les grandes surfaces doivent vendre tous leurs livres très rapidement, tous les livres qu'ils prennent en rayon très rapidement, tandis que les libraires ont plus de temps pour les faire connaître, pour les faire découvrir. Enfin, je crois qu'ils ont combien de temps pour les retourner? Les libraires, c'est leur métier de vendre des livres. Les grandes surfaces, ça n'est pas leur métier de vendre des livres. Leur métier, c'est de vendre des produits à rotation rapide. C'est ça. Dieu merci, ça n'est pas comme les yaourts. Les livres ne sont pas périmés au bout de quelques jours. Donc la grande distribution, tout simplement, n'est pas prête à cela, en tout cas pas encore. J'espère qu'elle le sera un jour, parce qu'il n'y a pas de raison. Dans la mesure où tout le monde fréquente ces lieux, c'est tout de même insensé de voir que les propositions de livres sont aussi pauvres. Alors que si je regarde le rayon vin des mêmes grandes surfaces, ils sont remarquables. Donc vous ne défendez pas a priori la librairie indépendante plus que le rayon jeunesse en grande surface Ah si, moi je défends la librairie indépendante. C'est la librairie indépendante. Sans la librairie indépendante, une maison comme la mienne n'aurait pas pu exister et ne pourrait pas exister. Quelque part... C'est-à-dire que même si les acheteurs sont de bonne qualité dans la grande distribution, ça n'est pas suffisant. Non. Pourquoi? Mais parce que les gens qui vont en grande distribution ne vont pas là pour acheter des livres, en fait. Le comportement d'achat des gens est totalement différent selon qu'ils sont dans une librairie ou selon qu'ils sont dans une grande surface. Il est totalement différent. Dans une librairie, ils peuvent entrer en ne sachant pas ce qu'ils veulent et ils savent qu'ils vont être conseillés. Dans une grande surface, ils achètent des livres, c'est parce qu'ils viennent chercher quelque chose de précis. Ils viennent acheter le Goncourt qui a été donné la semaine précédente. Voilà. Peu importe le titre, peu importe l'auteur, peu importe l'éditeur, ils viennent acheter le Goncourt pour l'offrir aux gens chez qui ils sont invités à dîner le samedi soir suivant. C'est un comportement d'achat totalement différent. Mais il peut s'agir des mêmes personnes. Oui, tout à fait. Simplement, le temps est différent, le comportement est différent. Est-ce que le libraire a 1 an pour retourner les livres? En principe, oui. En principe, oui. Et ça, ce qui n'est pas le cas dans la grande distribution. Si, ils retournent. Ils n'attendent pas 1 an, ils retournent. Voilà, ils retournent beaucoup plus rapidement. Oui. Il doit y avoir mais ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font tout de même. Et le fait donc que le libraire ait 1 an et lui utilise cette année peut-être? Oui, il utilise, il n'attend pas forcément 1 an, il le fait. Généralement, les éditeurs mettent un minimum de temps pour qu'ils gardent les livres. C'est généralement 2 mois. À l'école des loisirs, nous ne mettons aucun délai. C'est-à-dire que le retour est libre. Si un libraire veut retourner un livre au bout de 8 jours, il le fait. Oui. S'il veut le retourner au bout de 2 ans, il le fait. Nous avons laissé cette liberté-là.
Et nous sommes des éditeurs qui ont le moins de retours, justement. Vous savez, oui. Il suffit qu'on donne cette liberté pour que les gens oui. ne l'utilisent pas. Mais c'est-à-dire que ça permet aux libraires de réellement connaître le livre, de le découvrir, de prendre son temps. De prendre son temps. Et voilà. de donner au livre le temps de trouver son public s'il ne l'a pas trouvé. Le marché du livre de jeunesse est donc un tout petit marché. Et en plus, pour chaque livre, vous avez un tout petit public. Le public potentiel d'un album, à un moment donné, est théoriquement d'1,8 million lecteurs. Oui. Alors que le public potentiel d'un roman pour adultes est le public de 18 à 98 ans. 40 millions de... 50 millions, 40 à 50 millions. Voilà. Autrement dit, pour chaque classe d'âge, le public potentiel est très limité. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que ce public-là change tous les ans. C'est-à-dire que les enfants grandissent comme tout le monde tous les ans. Ce qui veut dire que sur les 1,8 million tous les ans, le livre perd 600 000 lecteurs, possible, mais il en gagne 600 000 nouveaux, et ainsi de suite. Autrement dit, ce sont les lecteurs qui passent devant les livres, et non pas les livres qui passent devant les lecteurs. D'où le phénomène de long sellers, d'où ce phénomène où le même livre, pour peu qu'il soit de grande qualité, et qu'il n'ait pas vieilli, peut de génération en génération donner le même plaisir au lecteur, et ceci sur des dizaines d'années. Oui, mais alors, ce qui est étonnant, c'est que les éditeurs de livres de jeunesse rééditent peu leurs classiques en dehors de l'école des loisirs et de quelques autres. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, puisque vous venez d'expliquer ce phénomène. Nous le faisons, nous, très, très, très systématiquement. Vous calculez le point mort d'un livre et un album comme Le Roi Crocodile, par exemple, pour être amorti, vous devez en vendre au moins... Entre de 30 à 35 000 exemplaires. Ce qui se fait forcément un peu sur le long terme, vu le petit public. Ce qui se fait sur le long terme, ce qui se fait sur des années et des années. On connaît beaucoup plus des long sellers que des best-sellers. C'est-à-dire que des livres qui durent longtemps, qui ont une longue carrière. Je souhaiterais que les libraires aient la possibilité de choisir la totalité des ouvrages qu'ils mettent en vente. Autrement dit, qu'ils constituent eux-mêmes leur assortiment. Ce que vous leur permettez, en leur donnant la possibilité de retour à 2 jours, à 1 an ou à 2 ans. Absolument. Et permettre aux lecteurs ou aux personnes qui interviennent pour le lecteur, dans le cas du livre pour la jeunesse, ce sont les adultes qui très souvent interviennent pour l'enfant, choisissent également les livres et ne se contentent pas de suivre une mode, ne se contentent pas de suivre une pression extérieure, qui peut être celle des médias par exemple, voilà, qu'ils aient la possibilité de choisir librement. Je n'imagine pas une activité d'édition ailleurs que dans une totale liberté de la création à la lecture. Est-ce que vous pensez que la visibilité sur l'édition que va donner Internet va changer quelque chose? Ce que nous faisons nous avec le site, par exemple, je pense. Est-ce que ça va être un plus grand facteur de choix? Oui. Là, je prends les livres. Là, je prends les livres jeunesse. Et là, je tombe sur les intemporels de l'école des loisirs. S'il y a un lieu populaire de diffusion du livre, c'est bien la librairie online. Donc, vous nous conseillez finalement d'aller voir sur... Aussi. Aussi. Si ce n'est que là, vous ne pouvez pas feuilleter les livres. On ne peut pas feuilleter. Vous ne pouvez pas les toucher. Encore que. On va pouvoir le faire bientôt. Mais on n'aura qu'une première idée. On n'aura pas le contact. Oui, c'est ça. Tous les livres auront ce format-là. Ils ne verront pas quand vous faites un ponty qui est grand comme ça, vous ne vous rendez pas compte. Le problème de l'accessibilité au fond. En fait, c'est essentiel. Ce qui veut dire que pour les livres de plus grande qualité, ils peuvent 20 ans, 30 ans plus tard, continuer à exister en donnant le même plaisir, les mêmes satisfactions au lecteur. Mais nous, avons-nous le choix d'avoir accès à ces livres-là, puisque vous parlez de choix? Dans les librairies qualifiées, vous l'avez. À condition qu'elles aient une grande surface suffisante pour proposer à la fois des nouveautés et du fond. Ce n'est pas uniquement une question de surface, c'est une question de volonté de la part du libraire, une question de comportement. À l'extrême, en grande distribution,
Il n'y a plus que les nouveautés, les ouvrages parus dans les semaines précédentes, dans les 6 semaines ou les 8 semaines précédentes. La librairie, la vraie, est celle qui a bien sûr des nouveautés. Elle a besoin de nouveautés également, mais qui a également, disons, une librairie de fond. Nous avons évoqué Chante-Livre. Chante-Livre est une librairie de fond. La quasi-totalité du catalogue de l'école des loisirs est présente en permanence à Chante-Livre. Donc s'il y a une particularité pour la jeunesse plus qu'en littérature, c'est qu'il faut faire une place à la nouveauté, évidemment. La création renouvelle en quelque sorte. Mais il faut faire une place au fond. Internet et la vente en ligne, est-ce que ça va être... La vente en ligne... Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va être un bénéfice? Je crois que ça ne va rien changer, ça va compléter simplement. Ça va permettre à des gens qui n'auraient plus la possibilité de trouver à proximité de chez eux des ouvrages de fond, ça va leur permettre de les obtenir. Jusqu'à l'heure en tout cas, les librairies en ligne, les principales en tout cas, jouent avec l'ensemble du fonds des éditeurs. Pour l'une d'entre elles, récemment j'ai vu un décompte, ils ont 3400 références de l'école des loisirs disponibles, ce qui est à dire la totalité de notre catalogue pratiquement, qu'ils peuvent procurer aux gens dans des délais insensés de moins d'une semaine et souvent 48 heures. Et ces délais sont tenus en plus. Les raisons d'espérer, c'est que il y a, j'espère, il va continuer à y avoir dans les centres-villes ou dans les proches banlieues des librairies de grande qualité avec des fonds. Et du conseil. Et du conseil. Et la qualification. Et pour les gens qui sont plus isolés, qui sont plus loin, qui sont dans les zones rurales ou dans les banlieues très éloignées et qui n'ont pas la chance d'avoir à proximité d'avoir une librairie de qualité, il y aura au moins la possibilité de satisfaire leurs attentes par les librairies virtuelles, par les librairies en ligne, qui ne vont pas manquer de se développer. Donc finalement, vous êtes très optimiste? Je suis optimiste, oui. Voilà. Mais bon, c'est dans ma nature aussi.